Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, sixième lecture de Parodie en cours. Je voulais donc faire aujourd'hui vous parler d'un sujet par rapport à Ziké pour ne pas changer, qui va vous permettre, si je puis dire, de mieux percevoir l'homme et de mieux comprendre ce qu'il en était. Malgré que Parodie ait été écrit entre guillemets, même pas entre guillemets, 10 ans après qu'il ait vécu l'aventure, il a vécu cette aventure à l'âge de 23 ans. Lorsqu'il a vécu Sahara, pardonnez-moi, Oro, il en avait 32. Au-delà de ça, le fameux pouce, abonnez-vous. Et donc, au-delà de ça, je vais vous donner des éléments de compréhension par rapport au futur et à l'avenir. Il s'avère que l'auteur avait cette tendance à faire preuve de positivisme et être tout le temps optimiste. Le fait d'être positif, c'est dans le cas de Ziké qui est un exploiteur à la marge et qui prend des substances, ça consiste à constamment voir, comment dire, partir avec ses qualités, donc pour faire la différence par rapport à une situation qui se présente. Comme c'est un exploiteur, il fait constamment le choix de l'avenir, jamais du futur. Il se projette en fonction de ses qualités, qualités positives, pour se projeter dans un futur, pardon, dans un avenir. Le futur, généralement, c'est pour ceux qui y croient. L'avenir, c'est pour ceux qui raisonnent. Ziké était un être qui raisonnait. Donc, chose très importante à savoir, c'est que cette capacité à pouvoir donc être dans le positif et si je puis dire à être dans l'optimisme était dans le cas de Ziké en grande partie dû au débalancement qu'il a vécu dans sa prime enfance. J'en reviens au fameux débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. Au niveau dans notre cerveau, nous avons donc des synapses. Dans ces synapses, vous avez donc, pardonnez-moi, dans la fente synaptique, vous avez donc de la sérotonine et de la noradrénaline qui circulent. Quand vous êtes dans un état physiologique normal, vous avez ce qu'on appelle une recapture de la noradrénaline parce que dans la fente en question, la sérotonine et la noradrénaline durent, entre guillemets, je ne dirais pas extrêmement longtemps, mais entre guillemets, vous avez un système qui permet de recapturer donc cette fameuse noradrénaline et cette sérotonine. Lorsque vous prenez de la cam, vous faites ce qu'on appelle un débalancement. Ce débalancement fait que la sérotonine qui permet, si je puis dire, la sérénité et la noradrénaline qui permet la vigilance font que la sérotonine est comment dire, est nettement moins en mesure de pouvoir contrôler, en tout cas rattraper la noradrénaline. Ce qui fait que vous avez des impulsions, voire même dans le cas de Ziké des aspects compulsifs. Il faut comprendre, pour comprendre ces choses-là, de par mes nombreuses relectures, j'ai cru percevoir et je prends factuellement ce qu'il a laissé. Dans Sarah, il explique qu'il a vu son père, Sisia, c'était le nom de son père, tirer à l'arme lorsqu'ils étaient au Maroc. Ils étaient enfants sous la table avec ses frères et sœurs. Il tirait à la fenêtre. La mère était en train de recharger. Ça a été une période où il y a eu ce fameux débalancement dont je vous parle. En un mot, quand vous êtes compulsif, dans la compulsion, si je puis dire, il s'avère que, ou l'impulsion, dans le cas présent, soit vous avez l'agressivité pour faire face, soit vous fuyez. En un mot, vous êtes stimulé, soit vous êtes inhibé, soit, entre guillemets, il n'y a absolument rien. Dans le cas présent, il y a une stimulation. La stimulation de voir son père valable faire opposition à ce qui lui faisait face. En un mot, ne pas vouloir subir. En un mot, choisir son avenir, futur et avenir. Et Ziké, ça a été, si je puis dire, ça a été l'élément, entre autres, qui a fait que le débalancement ait eu lieu. Mais il faut comprendre cette chose. À la différence de ce que nous vivons aujourd'hui, pour bon nombre d'entre vous qui sont peut-être jeunes, pour ceux qui ont la vingtaine, sachez en France, sachez que fut un temps, il y a moins de 20 ans de ça, les cafetiers ont fumé la cigarette. On fumait la cigarette à l'extérieur, pardonnez-moi,
dans les rames de métro. On fumait la cigarette de partout, dans les rues. Et il faut comprendre que la nicotine avait cet effet donc comment dire, lorsque vous inhaliez la fumée de cigarette de façon passive ou de façon active, il y avait donc, pardonnez-moi, majoration dans la fente synaptique de pardonnez-moi, de dopamine, effet dopaminergique, effet de bien-être. Ce qui fait que, pour peu que vous ayez fumé, pour peu que vous soyez addict, entre nous, oui, addict à la cigarette, vous avez besoin de fumer constamment. Eh bien, cette chose était, si je puis dire, commune à nombre de gens. Sans le vouloir, les fumeurs passifs, par exemple, subissaient cela. Il faut savoir que dans la famille de Ziké, le grand-père et le père fumaient. De mémoire, par rapport aux propos de Ziké, il faut savoir que quand il parle de ses parents, qui sont donc qui ont vécu au Maroc, je vois que ses parents, entre guillemets, n'avaient pas le grand-père, que ce soit paternel ou maternel, chez eux, au prime abord. C'est l'impression que j'ai. Je sais qu'il est allé rejoindre son grand-père à l'âge de 17 ans en Argentine. Le grand-père et le père fumaient le cannabis. Donc, il a été peut-être plus ou moins à certains moments fumeur passif. Et donc, vous avez ce jeune homme qui subit ce débalancement dans sa prime enfance, au Maroc. Il est il voit entre guillemets les tensions, les troubles dus au désir des Marocains de vouloir avoir leur indépendance, car la France était le Maroc était un protectorat. Bien. Et maintenant, j'en viens au fameux futur et à l'avenir. Et là, vous avez ce jeune homme qui, compte tenu du débalancement qu'il avait entre la sérotonine et la noradrénaline, il fallait entre guillemets maintenir l'équilibre au niveau du corps. Et ce jeune homme, pour pouvoir maintenir cet équilibre, avait besoin de substances, avait besoin de situations. Le comportement d'addict que vous avez pu voir dans Parodie, addict au jeu, il entretenait ce débalancement. Il entretenait par le biais du jeu, par le biais de la drogue. Mais, chose à savoir, comme c'est un homme qui se projette, il se rend compte que, si vous voulez, il s'est rendu compte de ça, je pense, de par ses nombreuses expériences, à la marge, que tout ça ne pouvait pas durer. La raison en est très très simple. Vous avez donc, si je puis dire, la phase, entre guillemets, au niveau de ce qu'on appelle pardonnez-moi, au niveau de ce qu'on appelle donc misère, vous avez l'adrénaline et vous avez le cortisol, voilà. Au niveau du cortisol, vous avez donc ce qu'on appelle la phase d'alerte, qui est entre guillemets quand vous êtes dans un état de stress. À la suite de ça, vous avez donc, pardonnez-moi, la phase d'activation. Pardonnez-moi, la phase d'alerte, la phase d'activation et l'épuisement. Ce sont trois étapes qui sont communes lorsque le cortisol reste trop longtemps dans votre organisme. Nous sommes face à un adepte du succès du grandiose à la marge. Qui dit succès grandiose à la marge, dit qu'il n'y a personne qui va venir vous aider. Donc, vous devez tout le temps vous projeter dans un avenir pour faire en sorte que ça puisse perdurer, au mieux. Donc j'en reviens. Ces différentes phases, l'alerte, pardonnez-moi, euh, excusez-moi, oh là là, misère, l'alerte, le contrôle, misère, l'épuisement, bon, bref, misère, pardonnez-moi. Ces trois étapes sont des étapes qui sont normales quand le cortisol s'inscrit dans la durée. La phase d'alerte. Le corps prend connaissance qu'il y a une situation de stress. À la suite de ça, vous avez la deuxième étape, la phase de résistance, qui fait que le corps va essayer de résister aux effets du cortisol. Et à la suite, vous avez l'épuisement parce que le corps n'en peut plus. Et donc, Siziazike savait que, compte tenu de son tempérament, compte tenu du fait qu'il était addict, qu'il était impossible pour lui de réprimer ses pulsions, ses compulsions, que l'épuisement allait arriver. Et donc, dans certains passages, vous l'entendez parler de moments où il dit que la chance n'est plus là. Donc, il se rend compte que
lui qui se projette dans l'avenir par rapport à des situations bien données, par rapport à son comportement, par rapport à des endroits qui vont permettre à son comportement d'être au mieux. Mais cet homme qui ne fait, comment dire, qui fait feu de tout bois, en un mot, qui flambe, qui brûle tout pour repartir de plus belle, entretient son état pathologique. Il faut comprendre que Ziké, pour moi aujourd'hui c'est comme ça que je le vois, avait faisait preuve d'une certaine immaturité. La raison est simple. Quand vous êtes millionnaire en partant de rien, la logique aurait voulu, si logique il y a, s'il y a entre guillemets état physiologique, si je puis dire, non pathologique, de conserver un petit peu d'argent puisque vous n'allez pas tout dépenser pour pouvoir, en cas de problème ou en cas de pépin, ou pouvoir en vivre. Mais le problème, c'est que comme il est dans un état pathologique, en un mot, le fameux débalancement dont je vous dis, la compulsion, l'impulsivité qu'il a par rapport à la, pardonnez-moi, au cortisol déjà d'une, mais aussi à l'adrénaline qui monte en lui et qui perdure et qui crée un état de stress en lui. Il ne peut pas se contrôler. Et la seule façon de pouvoir, si je puis dire, contrôler son comportement durant ces différentes phases de compulsion, c'est de prendre des substances qui lui permettent de tenir et plus ou moins de ne pas être complètement KO. Il faut comprendre que, sachant cela et ne pouvant contrôler cela, toujours du grandiose, à la marge, pour le plaisir. Mais, chose très importante sur laquelle il se basait pour savoir quand il devait s'arrêter, toujours être dans une perception, si je puis dire, toujours être dans l'escroquerie. L'escroc fait en sorte que la perception que vous avez de lui soit, si je puis dire, basée sur un raisonnement. Il claque l'argent, il présente bien, réputation, belle nana autour de lui, waouh, il assure. C'est un escroc. Et donc, la grande force de Ziké, c'est qu'il se projetait constamment dans ce genre de situation. Il ne subissait pas. Je vous rappelle, pour peu que vous ayez visionné cette vidéo, où je vous parle du fait qu'il ne cherche jamais à recevoir, qu'il cherche à prendre et à donner. Pourquoi? Car le cortisol que générait son corps fait qu'à un moment donné, il y aurait une phase d'épuisement, la fameuse descente que nombre de toxicos connaissent. Car nous sommes face à un toxicomane. De mémoire, Parodie a été écrit après Serra, mais qu'importe. Il faut savoir que Parodie, de mémoire, aurait été officiellement, en tout cas, il aurait vécu, pardonnez-moi, il aurait vécu son aventure au Canada avant, de mémoire, avant le Misère. Oh, excusez-moi. Avant Misère, son aventure en Afrique. Et donc, il faut comprendre que là, nous sommes face à un jeune homme qui a intoxiqué son organisme comme jamais. La drogue, l'alcool, les femmes, le jeu, tout ce qui pouvait permettre de dépasser le seuil du circuit de la récompense, il l'utilisait. Et comme nous sommes face à un homme qui est un escroc, et qui, pour reprendre ces mots, était à un certain moment un fils de pute intégral, il faisait tout quand il était, entre guillemets, dans le grandiose et en expansion, pour pouvoir faire en sorte que le plaisir puisse perdurer, que de pouvoir, entre guillemets, satisfaire son besoin compulsif. Vous pouvez le voir dans Parodie, où il réussit, entre guillemets, avec sa horde de tricheurs, de tricheurs professionnels, à devenir le propriétaire, ou, pardonnez-moi, à être le gérant, et encore même pas le gérant, à diriger en sous-main la propriété, la propriété du type qui était sur place.
pour peu que vous ne vous en souveniez pas, qu'importe, par le biais de la manipulation et de par sa compulsion à vouloir le grandiose aussi vite que possible. Le propriétaire, le gérant vient à la table entouré de tricheurs qui le plument, qui le font entre guillemets marner de telle façon qu'il a l'impression qu'il va pouvoir se refaire. Walou. La force de Ziké, c'est la projection dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir quand on est positif et quand on est optimiste, et quand on n'a rien comme lui, est fonction de tout ce qui peut faire feu de tout bois. L'escroquerie, le mensonge, qui sont un peu, ce serait la même chose, mais bref, le fait qu'il soit manipulateur, sans gêne et intelligent, permettent, avec les éléments qu'il a, de faire la différence. Les tricheurs qu'il a eus donc sous sa botte, il les a aussi manipulés, se faisant passer pour un mafieux. En un mot, présentation, représentation. Et eux, de par la perception qu'ils avaient de lui ont donné, lui ont fait sa réputation. Cet homme, pour ceux qui sont plus intéressés par le beau sexe que par l'histoire en elle-même, sachez que, je vous expliquerai ça ultérieurement, mais je vous en donne déjà les prémices, mais c'était un spécialiste du débalancement. Sérotonine, noradrénaline, compulsion, impulsivité. Quand vous êtes face à un type qui claque l'argent, quand vous êtes face à un type qui flambe l'argent, vous êtes face à un type qui laisse dans son sillage quelque chose, pas dire, je ne dirais pas d'intéressant, mais qui fait que vous le regardez. Vous êtes susceptible de le regarder. Et sa très grande force, voire même au niveau rédactionnel, c'est qu'il vous donne des éléments de sa compulsion et de son impulsivité par rapport à son besoin de grandiose et de succès. Ce grandiose et ce succès, je me répète, sont le fait du positivisme et de l'optimisme. Positivisme, faire en fonction de ce qu'on a au départ. Comme c'est un homme sans gêne, manipulateur et intelligent, il fait en fonction de ces éléments. Et comme, de surcroît, c'est un exploiteur, toujours il se projette. Et la particularité de cet homme, c'est que, exploiteur ou pas, ce n'est pas un exploiteur qui accepte que les prédateurs, la loi vienne lui dire «Vous me devez tant, monsieur», compte tenu que, pour peu que vous ayez lu Oro Co, il faut savoir qu'il avait énormément de soucis avec les banques, malgré qu'il était millionnaire à nombreuses reprises. Dans Ziké l'aventure, autre chose. Ziké, étant devenu millionnaire grâce à ses bouquins, avait oublié de payer de mémoire les impôts. Donc vous êtes face à un type qui vous explique: je suis un exploiteur, je fais le boulot, je touche les pépettes. Et si je ne partage rien, c'est normal puisque c'est moi qui ai fait la grande majorité. De l'autre côté, les prédateurs, que nous appellerons entre guillemets l'État, ou la justice ou la loi, viennent dire à cet homme qui, en partant de rien, a tout fait: vous me devez tant, monsieur. Lui ne l'entendait pas de cette oreille-là et ne le voulait pas et ne le souhaitait pas. Donc, résultat, dès que la justice commençait à vouloir essayer de lui mettre la main dessus et que, compte tenu de son comportement et que cet adepte du succès et du grandiose sentait que une coalition de gens cherchait entre guillemets à prendre ce qu'il avait, mais la chose la plus importante qu'on aurait pu lui prendre et qui aurait posé problème, c'est sa liberté. Il prenait la poudre d'escampette. Mais, autre chose aussi intéressante, pour expliquer la raison pour laquelle il prenait la poudre d'escampette, la phase d'épuisement, la fameuse descente. Quand la loi et le voisinage entre guillemets, envieux et dangereux se présentent pour essayer de lui asseoir une autorité sur lui, il se défend, il est prêt à rester sur place. Mais dès que sa liberté de penser et sa liberté de pouvoir se mouvoir sont mises en danger,
il s'enfuit quand il est dans la phase de descente. Quand il faut comprendre que vous êtes face à un homme qui chapeaute toute l'aventure. Il dirige, il explore, il exploite et il soumet le groupe de mecs à ses desiderata pour le succès grandiose. C'est une énergie qui est conséquente. Vous voyez que pour pouvoir tenir la journée, la nuit, et avec bien sûr les plaisirs qui vont avec, les femmes et la boisson et les bonnes bouffes et les bons restos, il était sous coke tout le temps. Il y a un moment donné où le corps descend, où le cortisol est tellement présent que le type ne peut pas tenir. Mais sachant que son aventure allait prendre fin et que fallait en profiter avant que la descente, avant que le cortisol ne devienne trop élevé et que la descente intervienne trop violemment, il en profitait. Et force est de constater que je commence à avoir l'intime conviction, de par mes nombreuses relectures, que lorsqu'il sentait venir que le cortisol allait vraiment l'amener à vraiment descendre et vraiment à ne plus être en mesure de prendre et de donner, et donc il aurait eu besoin de recevoir de l'aide. Il prenait la poudre d'escampette. Pourquoi? Pour pouvoir toujours se projeter dans un avenir. Quand vous recevez, vous faites le choix, d'une certaine façon, d'un futur. Le prédateur reçoit, prend et donne, sans pour autant avoir d'autorité, sans pour autant commander, sans pour autant diriger, sans pour autant soumettre. Il ne fait que recevoir, prendre et donner. L'exploiteur, il prend et il donne. C'est le cas de Ziki. Et parfois, il reçoit des ordres du prédateur. Mais Ziki ne reçoit d'ordre de personne. Donc quand vous êtes face à un type qui, et le soumis bien sûr, ne fait que recevoir, et il est susceptible de prendre à certains moments, mais comme Ziki était constamment sur eux, on ne pouvait pas lui prendre quoi que ce soit. Et quand vous avez un profil pareil, une compulsion pareille, une impulsivité pareille, vous ne pouvez que vous projeter dans l'avenir. Et quand le cortisol est monté trop haut, le corps ne peut plus suivre. Mentalement, physiquement, c'est plus tenable. C'est à ce moment-là qu'il fout le camp. Et il faisait très souvent la transition en faisant une très très grosse fête, ce qui fait qu'au niveau hormonal, ça montait énormément. Et à la suite de ça, je pense qu'il devait se reposer ailleurs. Pourquoi? Car les toxicomanes ont des habitudes dans un endroit bien précis. Et pour, entre guillemets, faire en sorte de ne pas être attrapé par la loi et par les voyous qu'il a aussi lésés, il faut foutre le camp de l'endroit. Car la loi et les voyous vont l'attraper à l'endroit où il a ses habitudes. C'est pour ça qu'il foutait le camp, à chaque fois. Et parce que aussi, le corps, la descente advenait. C'est pour ça qu'il foutait le camp. Et aussi, le risque que sa liberté soit entravée. Et donc, c'est pour ça qu'il allait extrêmement loin dans ses aventures, en étant sur une perspective d'escroquerie. Dans Parodie, il n'est pas propriétaire, il ne connaît rien à la cuisine italienne, propriétaire d'un resto italien. De deux, il se fait passer pour un mafieux qui contrôle un cercle de jeu. C'est faux. Les joueurs, les tricheurs professionnels croient que c'est un mafieux. C'est faux. Et le moment où certains clients ont cru que c'était un mafieux et donc ils pouvaient flinguer des gens, ça a été les prémices, le début, entre guillemets, du risque de devoir être dans le vrai, dans la réalité. Il y a ceux qui croient, tous ceux qui lui faisaient face croyaient en son personnage. Lui savait exactement ce qu'il en était. Il raisonnait. Les autres étaient dans la croyance.
Et donc, au moment où il aurait dû passer à l'acte et flinguer quelqu'un délibérément pour rentrer donc dans le personnage, il a foutu le camp. Et la descente est intervenue à ce moment-là. Pourquoi? Je vous laisse imaginer, quelqu'un vous sollicite, vous êtes un escroc pour flinguer quelqu'un. Vous n'êtes pas un tueur. Ça travaille en vous, drogue ou pas. Maintenant, l'opportunité flinguer quelqu'un se présente. Vous pourriez le faire. Ça travaille aussi. Et donc, ces deux situations, j'en reviens à ce que je vous disais dans une autre vidéo. En tête, en main, à portée de main. À portée de main, le client qui vient pour lui dire faut flinguer quelqu'un pour moi. Il le dégage. Maintenant, la situation qui se présente où il aurait pu flinguer quelqu'un, de son propre chef, en tête, pour flinguer quelqu'un. Ça a été annonciateur du fait que sa liberté d'escroquer, donc de ne plus, était mise en danger. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il fallait foutre le camp. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est par rapport à son approche, par rapport au futur et à l'avenir. Le futur, c'est pour les autres. L'avenir, c'est pour lui. On ne lui dicte pas ce qu'il a à faire. Depuis qu'il est en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a dit quoi faire. Le fameux débalancement qui fait qu'il est impulsif, voire compulsif à certains moments. Car le grandiose et le succès sont, entre guillemets, ses leitmotivs. Sur ce, en espérant que ça vous ait plu, je vous dis à bientôt.